secrétaire général de la Fédération internationale de la coalition de la diversité culturelle. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette fédération et comment elle s'insère dans le dispositif de la Convention de 2005? Très bien. Bien, en fait, la fédération a été formellement créée en 2007, mais déjà la société civile, c'est-à-dire des artistes, des professionnels de la création, des associations, des syndicats, des sociétés de gestion collective, depuis une quinzaine d'années, était en mode veille de la mondialisation. On se souvient de négociations de Seattle et puis des mouvements altermondialistes, de cette pression extrêmement forte du rouleau compresseur de l'entreprise et des États-Unis pour ouvrir le commerce international, et des artistes et des professionnels qui se sont rapidement saisis de l'enjeu de la culture dans cette question de mondialisation. Est-ce que la culture est comme tous les autres biens et services? Est-ce qu'on doit aplanir le marché et donc, à la limite, casser les frontières, casser les régimes de politique publique qui soutiennent cette création, qui encouragent les diffuseurs publics à diffuser des œuvres nationales, etc. C'est ça fondamentalement l'enjeu de la mondialisation et du commerce. Et il existait à l'époque un comité international de liaison informel, constitué comme ça de gens qui se parlaient, mais qui essayaient de faire monter vers le haut, vers les politiques, une mise en garde. Et ça s'est fait au moment des négociations à l'OMC, ça s'est fait ensuite à l'OCDE qui discutait d'investissement. Et peu à peu, sous l'impulsion de la société civile, mais avec l'accompagnement des gouvernements de France et du Canada, mais ensuite de la Suède, l'Afrique du Sud, les gens ont dit, si on a des accords sur le commerce, ce serait peut-être pas une mauvaise idée d'avoir un accord quelque part qui parle aussi de la nature particulière de la culture, des biens et services culturels, d'économie bien sûr, mais aussi d'identité, de valeurs et de sens. Donc l'idée d'une convention est née. Elle a cheminé et on a eu d'abord une déclaration universelle à l'UNESCO en 2001, puis mandat est donné à l'UNESCO de travailler sur un texte, et dès 2005, le texte est adopté à l'Assemblée générale avec une très très grande majorité des États membres. Donc les sociétés civiles ont accompagné évidemment toute cette période préhistorique, si on veut, pour évidemment situer l'enjeu et pour chacun dans leur pays respectif faire pression. On voit bien que le message porte évidemment beaucoup plus si on a les artistes eux-mêmes qui vont dans les pays respectifs le porter à leur chef d'État que si ça vient de la France ou si ça vient du Canada ou si ça vient même de l'UNESCO. Donc c'était une mobilisation générale, internationale. On a par la suite formalisé en quelque sorte ces coalitions. On en a maintenant aujourd'hui une quarantaine dans une quarantaine de pays et on essaie de poursuivre le développement international. Ça accompagne aussi un mouvement de création de société civile. Il y a beaucoup de ces pays qui, à la faveur de réformes démocratiques, à la réforme d'une certaine forme de décentralisation de la culture, envisagent aujourd'hui qu'une partie de l'économie culturelle n'est pas à rester dans les mains de fonctionnaires ou de ministères. Elle doit passer dans les collectivités locales, elle doit passer au secteur privé, elle doit passer aussi au secteur sans but lucratif. Donc, à la faveur de ces réformes, on a vu le système de radiodiffusion éclater, c'était des monopoles. Maintenant, ça tombe du satellite, diversité de l'information dans les médias écrits, etc. Toute cette vague donc d'ouverture a permis à la société civile de s'organiser, de se constituer. Et au moment où la Convention est adoptée en 2005, il est normal presque dans le texte même, à l'article 11, on reconnaisse à la fois le rôle historique joué par ce mouvement de la société civile et pour l'avenir. La société civile sera relais de mise en œuvre, sera relais de promotion de la Convention et sera partenaire sur des enjeux de politique publique qui sont au cœur de sa mise en œuvre. Quand vous faites référence à l'article 11 sur société civile, oui. La société civile sont essentiellement dans l'esprit du législateur, en fait, liés international. Ce sont essentiellement des structures professionnelles.
Pas nécessairement, c'est pas précisé, en tout cas ça l'est dans les législations nationales, mais au niveau de la... C'est l'offre en fait qui est organisée en fait, et reconnue. C'est reconnu. Quand il y a effectivement un statut de l'artiste... De la demande. Oui, quand il y a un statut de l'artiste ou une loi sur le travail ou effectivement une accréditation des grandes associations professionnelles de gestion collective, oui, c'est vrai qu'il y a une société civile qui est structurée, mais au sens où l'entend la Convention de l'UNESCO, c'est indéfini, c'est pas précisé. Et ça peut être autant l'artiste individuel qu'on reconnaît dans le texte d'ailleurs, que l'association, que le groupe qui s'auto-organise, si je peux dire ainsi, tu sais, qui n'a pas d'accréditation officielle auprès de l'État. Là, je vous pose cette question parce que pour nous, au sein de l'Observatoire, on se sert de cet article 11 justement pour impulser une sensibilisation de la société civile au sens large. Au sens large du terme, tout à fait. Simplement lié à l'organisation, à des organisations professionnelles artistiques. Absolument, absolument, parce que le texte est vraiment intéressant. En fait, c'est un texte qui amène la culture à tous les citoyens. C'est un texte qui, fondamentalement, est basé sur des notions de droits de l'homme, à la fois d'accessibilité, de participation, de droits culturels, si on veut. Le droit de participer librement à la création, hein, c'est la notion que le citoyen est co-créateur de sa culture. Peut aussi, il y a un rapporteur ou une rapporteuse spéciale des droits de l'homme pour la culture aux Nations Unies, à Genève, qui va aussi dire, et de refuser de participer à cette culture si elle compromet l'intégrité morale, physique. On pense aux femmes qui sont parfois en situation de culture méprisante ou pire. Donc, il y a aussi ce droit de participer ou de ne pas participer, et la notion d'accès dans des coins du monde où l'accès est sous le contrôle d'un clan, d'une ethnie, d'un monopole, d'un État. Et là, on pense à la fois à l'accès aux meilleures œuvres de l'esprit, c'est ce qu'il faut souhaiter, un peu ce que Malraux avait proposé, mais aussi aux meilleures œuvres, y compris de sa propre culture, parce que c'est là où ça fait mal. Souvent même, on regarde l'Afrique, qui est créateur d'un immense répertoire de traditions culturelles et vivantes, et puis des gens qui sont essentiellement consommateurs, largement consommateurs de culture importée. Et donc, il y a aussi cette notion d'accessibilité, de participation. Donc, tu as raison, il faut à ce moment-là sensibiliser et ouvrir des perspectives pour le citoyen même, la société civile dans son sens large. Tout à fait. Alors, il s'est tenu en octobre dernier le 4e congrès de la Fédération. Quel bilan tirez-vous de ce 4e congrès? Mais déjà, le fait de tenir un congrès à Mons, en Belgique, il faut le souligner, c'est en soi presque un exploit aujourd'hui. Parce que vous imaginez qu'à l'époque où on avait l'ambition d'une convention, les gouvernements étaient extrêmement mobilisés, les médias suivaient l'affaire, c'était passionnant, les États-Unis contre, le Canada pour, on peut imaginer. Il y avait des moyens financiers considérables. Il fallait accompagner en quelque sorte la société civile, pas toujours les moyens, et les États étaient bien présents et soutenaient évidemment beaucoup. C'est beaucoup moins le cas. On est passé de l'autre côté, les gens disent, c'est acquis. On a 140 signatures, donc la convention s'est terminée, c'est réussi. Alors qu'en fait, c'est comme toute convention internationale, le jour où elle est signée, on commence le travail. Il faut déminer, il faut garantir les droits des enfants, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc on est au début d'une aventure qui va nous survivre, je l'espère, et qui va assurer cette biodiversité des cultures, des langues et puis de leurs expressions. Alors ça, c'est la nouvelle réalité, c'est qu'il y a beaucoup moins d'argent. Et tenir un congrès, c'est presque en soi un tour de force parce que ça demande à la fois des ressources propres, mais des compléments. Et dans ce cas-ci, c'était la communauté française, Wallonie-Bruxelles, Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est venue en renfort, qui a permis, après 3 ans, contre toute attente, de nous permettre cette réunion. Donc, justement, ce qui a primé, j'y étais, donc c'est d'abord les négociations avec les États-Unis, l'accord de libre-échange que l'Union européenne est en train de négocier avec les États-Unis, et l'absence relative de cette convention dans les négociations bilatérales, les conventions commerciales bilatérales. Mm-hmm. Il y a des chercheurs qui ont fait des études à cet égard.
Quel est votre sentiment? Quelles sont les voies possibles? Bon, c'est-à-dire que le congrès des coalitions, c'est toujours l'occasion de faire un bilan, mais moi, en tout cas, comme secrétaire général, que je veux le plus multidimensionnel. À l'origine, c'était une préoccupation, ça demeure une préoccupation d'équilibre entre le commerce, la culture, la diversité, les droits de l'homme, etc. Mais il y a aujourd'hui, à la faveur d'une participation de pays du Sud qui sont majoritaires à l'UNESCO et qui sont majoritaires dans les instances de la Fédération, il y a aussi d'autres notions de développement durable, notion de coopération internationale, notion d'accès privilégié aux pays du Nord, ce qu'on appelle le traitement préférentiel prévu dans la Convention, mobilité des artistes, toutes les questions de visa. Il y a énormément de questions et les coalitions qui ont fait rapport d'activité depuis le dernier congrès nous disent aussi préoccupation pour les langues nationales, les questions de culture en situation de conflit, la capacité des artistes d'être protégés, d'être en liberté de création et d'expression. On voit toute une série d'enjeux comme ça qui se déclinent, qui sont assez loin finalement de la notion du cœur à partir duquel s'est proposée cette convention-là. Et moi, je pense qu'il faut accueillir et accommoder, en fait, toutes ces questions sont sous la convention, mais la société civile qui est déjà un peu essoufflée de ses moyens, souvent des bénévoles, est à géométrie variable. Hein. Il y a des grandes associations nationales en Europe, en Amérique, puis on a souvent de petites associations fêtières, malheureusement, qui ont beaucoup moins de moyens. Donc, il y a cette sensibilité, on a essayé vraiment d'intégrer tous ces points de vue, de les traiter équitablement, et puis en termes de ressources et d'ambition, de dire si nous, on peut accompagner, c'est d'accompagner nos membres, renforcer leur capacité de plaidoyer auprès de leurs États. C'est ça la première raison d'être. On crée une coalition, pourquoi on se mobilise? Pourquoi? Parce que l'État national signe, donc c'est un levier de discussion appuyé d'un réseau de solidarité formidable avec des moyens, des arguments, des faits, des bons exemples, et tout ça, ça nous permet donc de montrer qu'il y a une vraie utilité. Sinon, les gens le font pas. Et ça, c'est l'autre bilan, c'est que 15 ans plus tard, les gens sont encore mobilisés. Ça serait triste de dire, ben vous savez, c'était la saveur de l'année dernière et puis ils sont passés à autre chose, mais c'est encore une saveur, cette question de la diversité culturelle qui est très, très contemporaine. Et pourtant, il y a un des points qui m'a étonné, c'est que la moitié des coalitions ont été suspendues pour des raisons à la fois de manque de moyens financiers, qui reste modeste, parce que l'adhésion reste accessible, hein, c'est pas... ou de désintérêt. Alors, comment expliquer justement... Ça c'est aussi... Est-ce qu'il y a une mutation, une transformation? Ben, ce qu'on a essayé de privilégier, c'est la qualité sur la quantité. C'est sûr que quand on est, nous, la Fédération est avec statut d'observateur, statut consultatif officiel auprès de l'UNESCO, on est admis dans toutes les réunions où se discute la Convention. Et là, on vient de tenir à Paris cette semaine un comité des États parties, le comité intergouvernemental, où on a fait une avancée considérable sur les règles de procédure qui vont permettre à la société civile, dorénavant, de participer à ces travaux. Et ce qui est formidable, c'est qu'on est sorti d'un carcan un peu typique UNESCO, où tout se discute en termes de ressources, de procédures, de directives, et assez rarement et trop peu sur le contenu même, le sujet même de la Convention lui-même. Pour prendre un exemple très concret, on vient de négocier l'accord transpacifique. Le Canada est signataire de la Convention, le Mexique est signataire de la Convention, le Pérou, le Chili, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. En fait, sur les 12 pays qui sont signataires du TPP, il y en a une majorité qui sont signataires à l'UNESCO. Pourtant, on en parlait hier, aucun, lors de cette négociation dans le Trans-Pacifique, n'a fait valoir le levier de la Convention. C'est pas, si on avait eu un temps de conversation, c'est pour ça que dorénavant, dans les instances, on aura un temps de conversation, mais si on avait eu un temps de conversation, on aurait compris qu'en fait, le Canada a pris une position d'exemption culturelle qui reprend essentiellement sa position défendue dans les accords avec les États-Unis, le Mexique, avec l'Europe plus récemment, que cette exemption, elle est agencée au texte
texte spécifique du TPP, chaque accord a un petit peu sa configuration. Elle est agencée aussi à un nouveau chapitre sur le commerce électronique. On est dans le numérique et là, pour la première fois, il y a des engagements sous le TPP. C'était moins le cas dans d'autres accords. Et là encore, le Canada trouve le moyen de faire porter son exemption culturelle sous le chapitre de commerce électronique, ce qui est une première. Et chose encore plus étonnante dont les juristes pourront nous donner les explications, dans l'accord Canada-Union européenne, une première référence dans un accord sur le commerce à la Convention de l'UNESCO de 2005. Et non seulement, comme on le fait parfois en passant, il y a cette convention et les accords de ceci, les accords de cela. Non, on a un article au préambule qui dit la Convention 2005 qui donne le droit légitime aux États de politique d'appui, y compris par la subvention. Et là, donc, on est dans le commerce, mais en fait, on affirme et on précise ce qui vient ensuite dans le texte des engagements, pourquoi la culture sera exclue tant par l'Europe que le Canada. Ça s'est fait sous l'accord avec l'Union européenne et le Canada. Et dans le TPP, dans le préambule, on retrouve, et le préambule, c'est 12 lignes, 15 lignes, c'est assez limité, des préoccupations d'environnement, de droits pour les travailleurs, et on parle de diversité culturelle dans le TPP, que les États-Unis ont signé. Alors, c'est évidemment une ligne qui est assez ambiguë, parce que cette ligne écrit à la fois que la diversité fait la richesse de tous ces pays signataires du TPP, mais en même temps renforce le commerce et qu'on s'enrichit de l'échange des biens et services. Donc, à la fois, il y a des notions de protection et de reconnaissance de la diversité, et à la fois des notions de promotion des objectifs commerciaux. Hein. C'est comme faire du judo, de reconnaître la diversité pour ensuite mieux affirmer les objectifs de commerce. Mais c'est quand même une première parce que ça ouvre la porte à ce que la diversité des expressions culturelles devienne un objectif de politique nationale légitime, comme l'environnement, comme les droits des travailleurs, comme des questions qui sont qui sont reconnues dans le préambule et qui vont conditionner ensuite les engagements ou le refus d'engagement. C'était timide, mais les États-Unis ont signé. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur la même thématique, vous pouvez désormais vous diriger vers ces vidéos proposées ci-dessous. Pour voir d'autres vidéos de l'Observatoire de la diversité culturelle, vous pouvez désormais nous rejoindre sur nos pages YouTube, Facebook, Twitter, combatmagazine.org et notre site officiel.